Comme convenu, Madame, Monsieur, notre invité, Evans Paul, homme de théâtre, ancien journaliste, militant politique, dirigeant de partis, notamment le KID, membre du directoire de la Convergence démocratique. Evans Paul était maire de Port-au-Prince, ancien Premier ministre, et aujourd'hui, il est le coordonnateur du centre Vive. Ensemble, c'est Vive. Notre invité de ce matin, comme vient de l'annoncer Wendell, c'est Evans Paul, et nous sommes très heureux d'avoir M. Paul avec nous ce matin, car d'une façon générale, dans l'ensemble du pays, il est reconnu aujourd'hui pour sa sagesse, pour son expérience en ce qui nous concerne, pour sa disponibilité à Télémétropole et également pour sa modération. Nous allons faire un tour de l'année 2020 et des projections sur 2021 et nous allons commencer par une question qui tient M. Paul à cœur. D'abord, bonjour et bienvenue sur les plateaux de Télémétropole, M. Paul. On va commencer par une question qui vous tient à cœur et qui pourtant n'est presque jamais abordée en Haïti, c'est celle de la démographie, la population, démographie, sa croissance. Pourquoi cette question vous préoccupe-t-elle? Quelle importance a-t-elle à vos yeux? D'abord, je dois vous saluer, M. Clan, saluer Wendell, saluer les téléspectateurs de Radio Télémétropole, auditeurs et téléspectateurs. C'est pour moi un plaisir d'être là pour commenter les événements de l'année 2020 et pour aborder certaines questions, dont celles d'ordre structurel comme la démographie. Moi, j'estime, tant qu'on n'aborde pas comme il faut la question démographique, on ne pourra jamais gérer le pays rationnellement. Pour gérer un pays, une société, un peuple, il faut avoir les chiffres. Il faut tenir compte non seulement des chiffres existants, mais de la croissance. Et c'est exactement ce que c'est la démographie, la science de la population. Combien d'écoles qu'il nous faut pour nos enfants? Combien d'hôpitaux? Il faut bien savoir et la base, il faut avoir les données et c'est en fonction de ces données qu'on pourra planifier, agir dans le présent et dans l'avenir. Vous pensez qu'on devra aussi passer par le contrôle de la natalité? La natalité, c'est un aspect de la démographie. Mais nous sommes à une époque où il y a une tendance à ce que les gens vivent beaucoup plus longtemps. Alors là, quand on parle de la démographie, il faut tenir compte des naissances, des décès, de la fécondité, disons, de l'ambiance générale de la population, de la dynamique de la population. Et c'est ça la situation d'Haïti. En 1960, on était environ 5 millions. Aujourd'hui, nous avoisinons 12 millions. Ce que veut dire, en 60 ans, le chiffre est doublé. Et on n'a pas géré cette croissance de la population, ou du moins pas bien géré. C'est ce qui explique le phénomène des bidonvilles, c'est ce qui explique même le problème de la circulation. J'ai entendu récemment Métropole aborder le problème qu'il était possible de circuler à Port-au-Prince, mais c'est normal, nous avons presque les mêmes infrastructures pour un nombre croissant, de plus en plus croissant de la population. Et on a vu depuis certaines années des villes, des agglomérations qui se sont transformées en villes de manière anarchique. C'est le cas de Delma. C'est le cas de Tabar. Et alors, si on continue comme ça, et Haïti sera un pays de plus en plus difficile à vivre.
Oui, d'ailleurs, vous avez avancé le chiffre de 12 millions d'habitants. C'est une estimation. Une estimation, bien sûr. Personne n'en sait rien. Et ce qui est plus grave dans cet aspect démographique, c'est la croissance des villes. Quand on sait que Port-au-Prince a des infrastructures pour 450 000 habitants, 450 000 habitants, et qu'on parle aujourd'hui d'une population, je parle du grand Port-au-Prince, évidemment, incluant Carrefour, Tabar, etc., et quoi, 2 millions, 2 millions et demi, 3 millions? On ne sait pas. On ne sait pas exactement. On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que l'aspect structurel que vous évoquiez tout à l'heure n'a pas suivi l'aspect démographique. Mais c'est justement, pour aborder la question de manière structurelle, il faut tenir compte de la démographie. Et la démographie est essentielle, même pour faire un plan d'aménagement du territoire. Alors, tant que la question de la démographie ne soit pas au centre des réflexions, nous ne parviendrons pas à sortir du marasme économique et social dans lequel nous nous trouvons depuis des années. Mais quand même, Evans Paul, qui nous parle aujourd'hui, est un ancien maire. Et le constat que nous faisons aujourd'hui, c'est que Port-au-Prince, la capitale, est ceinturée de bidonvilles. On pourra, par exemple, vous poser certaines questions. Si aujourd'hui, vous étiez encore maire, qu'est-ce que vous auriez fait? Le maire ne peut rien faire en ce qui a trait à la gestion de la population. Parce que le maire gère sa ville, sa commune. Quand on parle de gestion de population, c'est une question nationale. Et on ne pourra pas gérer Port-au-Prince efficacement sans un plan de gestion globale du pays. Parce que si on a toutes les infrastructures de développement à Port-au-Prince, et c'est le cas depuis des années, depuis 50 ans, depuis 60 ans, les gens auront encore tendance à s'établir à Port-au-Prince. Alors, quand on parle de la démographie, il faut planifier le développement du pays sur le plan national. Il faut apporter le développement aux gens. À une certaine époque, même pour participer aux examens de fin d'études secondaires, il fallait se retrouver à Port-au-Prince. Il y a quand même des efforts qui sont faits, mais pas assez pour répondre aux besoins de la croissance de la population sur le plan démographique. Oui, c'est vrai que durant ces 40 ou 50 dernières années, on parlait de Port-au-Prince et le désert haïtien. Ce qui n'était pas vrai il y a un siècle. Il y a un siècle, Port-au-Prince, c'était un village. Les grandes villes, c'était le Cap, c'était Jérémie, c'était les Cailles. Jérémie, la cité des poètes, les Cailles qui recevaient chaque année la Comédie Française du temps de ma grand-mère. La Comédie Française faisait escale chaque année. Et aux Cailles, les choses ont évolué, c'est vrai, mais bon, on essaye de revenir un petit peu sur, peut-on dire, cette maudite année 2020, et pas seulement pour nous, mais pour le monde entier. Qu'est-ce qui ont été les événements les plus marquants de cette année pour Abordons d'abord le lockdown. Le lockdown. Ouais, pays lock. Oui, ça a été une année difficile. Bon, je n'aime pas employer le terme maudit. Alors, je l'enlève. Oui, c'était une année très difficile, et pas pour nous seulement en Haïti, et c'est pour l'humanité. Ouais. Parce qu'on a dû faire face au phénomène, à la pandémie mortelle, coronavirus. Mais en ce qui nous concerne en Haïti, nous avons été les éléments de nos propres problèmes en ce qui a trait à nos déchirements politiques, cette histoire de pays loc qui a fait beaucoup de tort à l'économie du pays, et puis l'ambiance d'incertitude malgré le corona. Heureusement, nous sommes protégés par Dieu. Je me dis qu'il y a un miracle. Certains gens disent que le lockdown a eu quand même un effet positif sur les gens. Dans quel sens? Le fait qu'ils étaient contraints qu'elles étaient contraintes de rester chez elles
d'exercer le confinement. Le confinement. Avant la lettre. Avant la lettre, voilà. Très avant la lettre. Oui. D'exercer le confinement. Mais c'est très malheureux. C'est très malheureux qu'on a eu cette douloureuse expérience de pays fantômes pendant deux occasions, deux longues occasions, et qui a fait beaucoup de dommages à l'économie du pays, et aux jeunes, à l'éducation. Mais il faut apprendre de tout cela pour éviter de se retrouver dans la même ambiance. Et c'est mon souhait. Et en ce qui a trait au coronavirus, c'est encore... Alors, avant le corona, oui. On aurait aimé rester un petit temps sur le log, parce qu'il y a quand même cette histoire de l'huile à répandre sur la chaussée. C'est malheureux. Des appels aux jeunes qui doivent protéger leurs barricades. Ça, c'était des paroles de l'année quand même. Hein. On invite les jeunes à rester devant les barricades pour les protéger. C'était des paroles regrettables. Parce qu'on a eu des moments de lutte, je dirais, de notoriété patriotique, c'est-à-dire lutter contre la colonisation du pays, contre l'esclavage. Pour moi, c'était nécessaire, c'était héroïque. Lutter à un moment déterminé contre l'occupation américaine, c'était aussi héroïque. Lutter à un certain moment contre la dictature des Duvalier, pour moi aussi, c'était nécessairement patriotique. Mais continuer dans cette voie de confrontation, je dirais presque ridicule. Et je pense qu'il faut commencer à nous poser des questions. Qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Puisque nous avons choisi de construire une société démocratique. Et la démocratie, c'est le vivre ensemble. La démocratie, c'est le consensus. On ne peut pas faire de démocratie sans démocrate. Ni construire une république sans républicain. Il faut avoir l'esprit républicain pour faire d'Haïti une véritable république. Alors, pour moi, c'est un problème d'intolérance et d'impatience politique qui explique ce type de conflit à répétition, particulièrement depuis 1986. Oui, tout à fait d'accord avec vous, Evans Paul. Cependant, il est bien connu que pour faire la guerre, il suffit qu'une des deux parties le veuille, alors que pour faire la paix, il faut obligatoirement être deux. Comment obliger quelqu'un à s'engager sur le chemin du consensus, sur le chemin du dialogue, sur le chemin du vivre ensemble, si cette personne se refuse à le faire? Quelle est la solution? Comment sortir de ce cercle vicieux? Eh bien, c'est de bien comprendre ce que c'est que la démarche démocratique. C'est-à-dire, les conflits sont inévitables dans toutes sortes de sociétés. C'est pour cela que les philosophes avaient même prévu cette dynamique de pouvoir, que le pouvoir arrête le pouvoir, cette démarche de délégation de pouvoir pour agir dans le sens de la communauté. C'est-à-dire, la population délègue une partie de ses responsabilités aux élus, aux gens qui doivent agir au niveau de l'exécutif, au niveau du Parlement et à d'autres types de responsabilités connexes, les collectivités territoriales, le pouvoir judiciaire. Et c'est à ces gens-là de savoir comment chercher la concordance des points de vue et pour garantir l'équilibre de la société. C'est ce qui manque dans le pays. On a un Parlement. Le Parlement, c'est une diversité de personnes, d'opinions, de sensibilités, appelées justement à concilier les points de vue pour le bien-être de la société. Et voilà qu'on a assisté à une tendance de
de confrontation interminable entre exécutif et parlement. Et alors, il n'y a jamais eu un consensus sur quoi que ce soit. Moi, depuis environ 40 ans, on ne s'entend sur absolument rien que sur la Constitution, les élections. Tout est conflictuel, tout est à la base d'un conflit, et le plus souvent un conflit insurmontable. Même la question de la démographie, la question de l'environnement, même les problèmes qui rendent le pays de plus en plus vulnérable, comme nous sommes un pays menacé de problèmes sismiques, cycloniques, pas même menacés. Nous sommes souvent victimes de catastrophes naturelles, mais il n'y a aucune entente, aucune politique publique, aucun comportement, même pour enseigner aux jeunes, même pour la postérité. Et pour moi, c'est ce que j'appelle la très grave crise politique que traverse le pays. Oui, mais M. Paul, ça c'est un constat. Et vous venez de dire vous-même que vous faites ce constat depuis 40 ans. Depuis environ 40 ans. Voilà, mais où est la porte de sortie? Est-ce qu'il ne faudrait pas vraiment aujourd'hui, au lieu de ressasser et de regretter cette absence de dialogue, de recherche de consensus, est-ce qu'il ne faudrait pas essayer vraiment de mettre le doigt sur, même si ça doit prendre une génération, mais comme le disait l'autre, le plus long des voyages commence par le premier pas. Oui. Quel doit être ce premier pas? Oui. L'éducation? Oui, je le situais il y a 40 ans, mais ça doit remonter un peu plus loin. On a eu toujours des problèmes, et peut-être depuis la naissance même de la nation. C'est ce qui a expliqué l'assassinat de Dessalines. Voilà. 2 ans après l'indépendance du pays. Il y a toujours eu un problème entre nègres en haut, nègres en bas, entre les gens qui sont formés, les gens qui sont moins formés, les gens qui vivent à l'intérieur, les gens qui vivent à l'extérieur, les gens qui sont dans la politique versus les gens qui ne font pas de politique, les gens qui sont bourgeois qui ne le sont pas, les gens à peau claire ou à peau noire. Et il y a toujours eu ce type de problème. Moi, je pense qu'il est temps de transcender ces clichés, parce que nous appartenons tous à une communauté qu'il faut construire et laisser à la postérité. Et c'est ça qu'il faut faire l'effort de comprendre aujourd'hui. Nous ne pouvons pas faire avancer les choses en cherchant systématiquement à éliminer l'autre, parce que l'autre, c'est peut-être un aspect du problème, mais doit être converti en élément de solution. C'est ça le sens de mon message depuis quelque temps. 2020 aura été marqué par un carnaval troublé par la violence. C'est en 2020 aussi qu'on a vu apparaître le groupe Fantôme 509. Bref, l'insécurité est très présente dans les esprits au cours de 2020. D'abord, voyons pour le carnaval. Vous avez vu et vécu la sortie spectaculaire du groupe Fantôme 509. Est-ce que à ces moments précis, vous ne vous êtes pas posé certaines questions, à savoir est-ce que vous êtes en Haïti ou est-ce que vous n'êtes pas ailleurs, Evans Paul? Nous vivons à une ambiance systématique de dégradation de la société, et il y a une tendance à répandre les mêmes mauvais clichés. C'est-à-dire même les gens qui sont des jeunes qui sont des écoliers, leur réaction, des policiers, comment expliquer que les policiers se convertissent en agents du désordre? C'est du jamais vu. Mais ces policiers-là appartiennent à une société en constante dégradation. C'est-à-dire, ils représentent une sorte de modèle de société.
Et c'est ça le grand problème. Il appartient aujourd'hui aux gens qui sont devant de la scène, les gens qui font partie de l'élite sociale du pays, pas les gens qui font seulement de la politique, ou bien les gens qui sont des possédants, mais je parle des gens qui sont des professeurs, qui sont des journalistes comme vous. Il y a un problème idéologique, et je pense que ça concerne tout le monde, ça concerne les églises. J'estime qu'il y a trop d'excitation dans les langages, qu'il faut privilégier la modération, parce que en tout, même s'il y a des intérêts à préserver, mais l'essentiel, il faut toujours chercher l'intérêt de la société, la voie du vivre ensemble. Précisément, il y a un certain nombre de gros dossiers qui, depuis quelque temps, sont en suspens, au point qu'on peut même se demander s'ils n'ont pas été enterrés, purement et simplement. Je vais m'arrêter à 2 d'entre eux. 1, le procès Petro-Caribé. 2, l'assassinat du bâtonnier d'Orval. Voilà 2 dossiers qui ont fait l'actualité pendant des mois, des années, et dont aujourd'hui on n'entend plus parler. Comment vous expliquez ça? Eh bien, c'est exactement. Et là, nous sommes en train d'analyser les événements particuliers de 2020. Mais il y a eu, je dirais, toute une constante d'affaiblissement de l'État, de défaillance même de l'État. Et comment organiser un procès sans une structure de justice qui fonctionne? Parce que avant de parler du procès, il faut pouvoir se référer à la justice. Or, la justice est constamment mise en question. Les juges sont souvent contestés, vilipendés. Il n'y a pas de confiance dans le système judiciaire. Alors, pour qu'il y ait un procès, il faut d'abord qu'il y ait un système de justice qui fonctionne et qui est accepté par toutes les parties. S'il n'y a pas d'arbitre, il est difficile d'avoir un match. Alors, le problème est là. Il n'y aura jamais de procès si on n'a pas une structure, je ne veux pas parler de système, une structure de justice, un pouvoir judiciaire qui fonctionne et qui a la confiance des gens. Le problème est là, le problème est d'ordre structurel. Petro-Caribé est conjoncturel, mais le problème de la justice, fondamentalement, est structurel. Tant qu'on ne résout pas le problème de la justice, et ça ne concerne pas uniquement Petro-Caribé, et on pouvait parler de l'assassinat de Maître d'Orval et d'autres, mais si on veut se référer un peu plus loin, l'assassinat de Jean-Dominique, jusqu'à présent, c'est dans l'impasse, parce que le problème de notre justice reste toujours le problème fondamental. Une structure de justice qui ne fonctionne pas, qui fonctionne mal, qui n'a pas la confiance de la population. Moi, j'ai entendu que le juge qui est sur le dossier de Petro-Caribé, il a été contesté, il a été accusé de partisanerie. Et plus tard, si on veut faire référence à l'assassinat de Maître d'Orval, j'ai entendu que le juge a réclamé qu'on lui donne des moyens pour sa sécurité. J'ai entendu que des éléments de preuve sont disparus au tribunal. Si on ne peut même pas gérer les éléments de preuve, on ne peut même pas garantir la sécurité du bureau d'un juge, comment faire un procès équitable? Alors, le problème pour moi est d'abord d'ordre structurel. Il faut être capable de prendre le temps pour corriger ce qu'il faut corriger, pas en fonction d'un clan, d'un pouvoir, mais pour les besoins de la société. D'une manière plus générale, peut-être même plus philosophique,
vous venez de mettre le doigt sur les défaillances que nous constatons tous les jours du système juridique en Haïti, mais si vous deviez, pour 2021, donner une priorité dans ce domaine-là à la lutte contre la corruption ou la lutte contre l'impunité, qu'est-ce que vous choisiriez? Corruption, impunité, c'est la L'un même un corollaire de l'autre. C'est la même chose. C'est corollaire. C'est l'impunité qui explique qu'il y a une sorte de propension de la corruption. Est-ce que j'allais dire? Quand j'ai essayé d'opposer corruption et impunité, dans mon esprit, c'était de dire, s'il y avait eu un effort qui avait été fait pour ralentir ou pour mettre fin à cette impunité, en d'autres termes, si quelques gros zouzounes avaient été arrêtés, condamnés, est-ce que ça n'aurait pas eu une influence positive sur la diminution de la corruption? Moi, j'aimerais voir cette situation de manière très responsable et très équilibrée. On ne joue pas avec la justice. Et j'ai entendu souvent qu'on parle de tracer d'exemple. Moi, j'estime qu'il faut faire attention pour ne pas donner l'impression d'exercer la justice, et puis c'est juste de faux semblants. Il faut être sûr de ce qu'on fait. Il ne faut pas abuser du droit d'un citoyen ou bien de vilipender une personne, de servir de quelqu'un comme bouc émissaire. Et ça, ce serait très mauvais pour la société. C'est pour cela qu'on utilise toujours le mot équitable. Équitable veut dire qu'il faut d'un côté préserver les intérêts, garantir les intérêts de la société, mais aussi préserver le droit des individus, parce que tout accusé est présumé innocent. Il faut, dans un procès équitable, que ces personnes-là soient capables de se défendre librement, et que c'est la justice, en fonction des faits établis, qui finalement décide en toute justice. Et c'est ce qui peut garantir l'équilibre de la société. Janvier 2020, deuxième lundi de janvier, c'était donc la fin de la législature, la dernière législature évidemment. On parle de fin de la législature au début du gouvernement par décret. Et on aura constaté au cours de cette année la sortie de plusieurs décrets, dont certains demeurent jusque-là très fameux, celui portant création de l'Agence nationale d'identification, ANI. Est-ce une bonne chose ou une mauvaise chose? Je dirais qu'il faut situer ces décrets dans le cadre de notre grave crise de société. On n'aurait pas dû avoir de décret. Si le système démocratique fonctionne, on a, selon la constitution du pays, un pouvoir qui est censé placer pour prendre les lois. C'est le Parlement. Et on ne devrait pas avoir de vide du Parlement. On ne devrait pas avoir une situation que ce soit un président qui décide de tout. Et c'est ça le problème. Pourquoi on devait arriver à cette ambiance de dysfonctionnement de notre système, ou bien de notre projet démocratique. Et le problème est là. Le problème est d'ordre structurel. Pourquoi on n'a pas pu renouveler à temps le Parlement? Pourquoi il y a toujours un dilemme? Et maintenant qu'il y a une discussion, qu'il faut discuter du temps constitutionnel versus le temps électoral, toute une sorte d'amalgame. Alors pour moi, tout ça c'est regrettable. Tout ça c'est regrettable parce que ce sont des besoins pour la société. Qu'il y ait un nouveau code pénal, personne ne peut contester
le besoin et la nécessité d'un nouveau code pénal. Mais tout est dans la façon de faire. Qu'il y ait la création d'une agence d'intelligence. C'est nécessaire pour le pays, c'est nécessaire pour la société. On a parlé de démographie, croissance de la population, il y a aussi croissance de délinquance. Et il faut avoir une approche sophistiquée pour combattre la délinquance. Mais tout ça doit se faire dans un cadre de concertation au lieu de la manière que nous le constatons actuellement dans la division, dans la confrontation. Alors, il faut chercher la voie, je dirais, de l'équilibre dans tout ce qu'on fait. C'est-à-dire, on peut vouloir faire du bien, mais la manière de faire peut toujours l'emporter sur l'essentiel, sur l'objectif fondamental. Et c'est ce qui est dommage. Précisément, Evans Paul, vous appelez de vos voeux depuis quelque temps déjà la création d'une conférence nationale. Mais vous avez votre propre définition de la conférence nationale et surtout, vous êtes très clair sur les objectifs que doivent se fixer cette conférence nationale. Bien sûr, bien sûr. D'abord, il faut aborder les questions d'ordre structurel. La démographie, l'environnement, l'aménagement du territoire, la production nationale, l'éducation, la sécurité, la justice, la stabilité politique. Mais pour aborder toutes ces questions, il faut un cadre de convivence nationale. Parce que je suis pour la conférence nationale, mais je crains qu'il n'y ait pas une sorte de conférence nationale assimilée à un exercice partisan. C'est-à-dire qu'il y a un groupe qui organise quelque chose et qui l'appelle conférence nationale, mais en excluant d'autres secteurs, d'autres sensibilités du pays. Une conférence nationale doit être, pour moi, la voie de la réconciliation nationale pour nous mettre d'accord sur tout ce qu'il y a à faire pour redresser la barre, pour que le pays marche bien, pour sortir de notre très longue et grave crise de société. Voilà ma vision de cette conférence nationale. Il faut que ce soit fait dans l'inclusion. On parle aujourd'hui de dialogue aussi. C'est bon. Parfois, c'est synonyme, conférence nationale, dialogue pour arriver à la conférence nationale, dialogue pour arriver à un meilleur type de fonctionnement de notre société, dialogue pour garantir la paix, pour garantir la sécurité. Parce que le plus grand problème d'Haïti, c'est l'incertitude. Personne ne peut planifier l'avenir. Par exemple, on annonce une année 2021 de problèmes, de confrontation. Ce n'est pas normal, il n'y a pas de projet rassurant. Alors, le dialogue, c'est pourquoi c'est justement pour nous mettre d'accord. Je pense qu'à Radio Métropole, chaque matin, il y a une conférence de la rédaction, c'est justement pour que tout se déroule bien dans l'édition de nouvelles, ou bien dans les éditions de nouvelles de la journée. Et c'est pour que les nouvelles soient bien diffusées, bien pourvues et bien accueillies par la population. C'est pour la performance de ce que vous faites à la radio et à la télévision. Mais si c'est un dialogue pour que chacun s'écoute se parler, ça ne va rien, ça ne va servir à rien. On fait un dialogue, il faut pouvoir écouter l'autre. Parce qu'il y a une tendance en Haïti pour nous chita parler. Mais nous pas chita attendez. Il faut les deux. Il faut nous chita parler, chita attendez. Prenons maintenant coronavirus. Coronavirus, c'est l'un des fléaux de l'année. Rapidement, parce qu'on en entend parler matin, midi et soir, et dans le monde entier en plus. Vous avez dit tout à l'heure que nous étions protégés par le bon Dieu. Le bon Dieu, pour ceux et celles qui y croient,
et par d'autres, par nos lois. D'autres. Oui, lois. parce que, oui. Alors, oui, parce que, heureusement, nous sommes protégés par Dieu, et sans quoi ce serait la catastrophe en Haïti. Ce serait la catastrophe. Et on a eu la catastrophe à travers le monde, aux États-Unis, au Brésil, en Italie, en France, Ou même à côté, chez nos en voisins. République dominicaine. Mais en Haïti, il y a eu la panique. Mais au-delà de la panique, il y a quelque chose qui a beaucoup attiré mon attention, c'est l'absence d'humanité qu'on a constaté. J'ai entendu une personne dont la maison a été incendiée avec la personne à l'intérieur parce qu'on soupçonnait que cette personne-là, paraît-il, était atteinte était contaminé. Et j'ai entendu un hôtel qu'on a failli incendier parce qu'on voulait faire de cet hôtel un abri pour les personnes contaminées. Et j'ai entendu un hôpital qui a été attaqué à Jacmel, un autre hôpital. Alors c'est un centre. Un centre d'accueil. Un centre d'accueil pour les contaminés. Et ce centre-là a été attaqué. Il y avait un projet de faire un hôpital qui a été combattu par des gens de la population. J'ai même entendu une personne qui a été décédée dans le Nord-Est et qu'on n'a pas pu procéder à ses funérailles parce que les gens refusaient systématiquement. Mais je ne comprends pas ça. Non, mais est-ce que ici la maladie ne nous a pas permis de découvrir le vrai visage de certains gens? Pour moi, c'est la chose la plus terrible, l'ambiance de déshumanisation qui nous caractérise actuellement. C'était pas ça Haïti. C'était pas ça le pays que j'ai connu. Et je ne vois pas Haïti dans ce type d'attitude, de comportement haïssable. Et on dirait quoi de ce qui s'est passé, par exemple, il y a quelques jours au Bel-Air, où une dame de 70 ans a été tuée, un écolier également tué, puis calciné, je dirais, lynché, en quelque sorte, par des chefs de gang. D'une part, mais l'affaire d'Evelyne Sincère, cette jeune fille kidnappée et puis assassinée, jetée sur pile de fatras. Ouais. Et puis, ce qui a attiré mon attention, ce sont les personnes arrêtées, accusées, ou bien qui sont censées ciblées par la police comme impliquées dans des actes de kidnapping. Ce sont pour la plupart des jeunes de moins de 20 ans, 16, 17, 18 ans, et comprenant des jeunes filles également. C'est très symptomatique de la dégradation de notre société. Et ce sont des problèmes qui méritent de retenir l'attention des gens qui sont au pouvoir et qui aspirent à occuper le pouvoir. Et oui, vous allez ajouter ou bien vous permettez que j'aborde rapidement deux petits points? Oui, très bien. Ok. D'abord, on parle de prochaine transition. Et il y a aussi un sondage qui est sorti cette semaine. D'abord, pour le sondage, on estime à plus de 80%, disons mieux 87% de gens qui seraient favorables à l'élaboration d'une nouvelle constitution en Haïti. La position, la réaction d'Evans Paul. Et puis, vous pensez quoi de ceux qui pensent que Jovenel Moïse devra quitter le pouvoir le 7 février 2021, alors que l'équipe qui dirige, l'équipe au pouvoir, elle, pense à 7 février 2022? Mais c'est ça le problème. C'est ce qui explique la réaction de la population dans sa majorité par rapport à ce sondage. Et quand il y a autant de personnes à se prononcer pour un changement de la Constitution, on a des causes évidentes. Comment expliquer qu'on est en train d'interpréter si 4 égale à 5 ou si 5 veut dire 4? C'est-à-dire, et c'est la situation, on dit que le mandat présidentiel, c'est de 5 ans, mais le temps électoral veut que ce soit cette fois-ci de 4 ans. Et comme il y a un projet
de transition pour 3 ans, le prochain président va rester 2 ans au pouvoir. Et puis ça va continuer. Quelque part, il faut s'arrêter. Mais on ne peut pas faire une transition démocratique dans la confrontation, de la même façon qu'on ne peut pas organiser des élections, ni doter le pays d'une nouvelle constitution sans la concertation. Bon, est-ce que ça veut dire, cher Evans-Paul, que 2021 s'annonce sous les pires auspices qui soient? Moi, je pense que ce soit une année de responsabilité. Ma responsabilité, c'est de demander à mes amis du pouvoir et de l'opposition de se ressaisir, de se montrer dignes de leurs responsabilités, de transcender. Et la population également de faire preuve de maturité parce qu'il nous appartient d'aborder les problèmes de manière rationnelle et surtout d'éviter les confrontations néfastes. Je disais au départ que vous étiez connu pour votre sagesse. Vous venez à nouveau de le confirmer avec vos dernières paroles sur cette obligation d'aborder 21 en recherchant une forme de consensus. Vous, personnellement, Evans-Paul, quel rôle êtes-vous prêt à jouer dans cette question capitale pour le pays? Un apôtre du vivre ensemble. Nous devons nous mettre ensemble. Et je dois profiter de cette occasion pour souhaiter mes meilleurs vœux au pouvoir, au président Jovenel Moïse, au premier ministre Jout, à tous les gens qui ont des responsabilités dans la gestion du pays, mais aussi à ceux qui aspirent à assurer la relève, mes amis, mes camarades de l'opposition, aux gens de la presse qui font un travail important dans le pays, et aux professeurs d'école, aux gens de l'église. Nous sommes tous des Haïtiens. Nous avons la responsabilité de la déchéance de notre société et c'est à nous aussi de nous engager pour que 2021 soit une année d'espoir. Et vous l'avez dit, c'est en raison de la sagesse de M. Paul qu'il est avec nous. On n'est pas en train de justifier, mais on dira qu'il est aussi toujours disponible pour Métropole. C'est ce qui explique sa présence. Je l'avais dit également. Oui, alors de plus, il faut le rappeler. Alors, on lui dit merci infiniment d'avoir accepté d'être avec nous ce matin et le souhait qu'on puisse qu'on peut formuler à Evans-Paul, c'est heureuse année, une année prospère à M. Paul ainsi qu'à son organisation, vivre ensemble. Bonne année 2021 aux membres de l'organisation Vivre Ensemble. Merci et bonne année à Radio Métropole. Et surtout, merci de garder la ligne de la modération. Merci encore une fois. Au plaisir. D'accord. Merci beaucoup, Evans-Paul. Et finalement, que le titre de votre organisation devienne une réalité en 2021. Apprenons à vivre ensemble. L'année du Vivre Ensemble, 2021. Magnifique. Merci beaucoup. Merci. Voilà, donc c'était Monsieur Evans-Paul qui, avec nous, a fait un peu le tour de l'année 2020, une légère projection sur 2021. Bonne fin de journée et, encore une fois, bonne année.